Propose de démarrer. Tout d'abord, merci à tous pour votre participation à ce keynote. Je me présente rapidement, Christophe Rosso, cofondateur d'Exolis. Travaillons sur le domaine des portails patients connectés et les outils justement pour connecter les patients. Nous allons aujourd'hui vous présenter le dernier keynote d'un ensemble, d'une série qui a démarré il y a quelques mois, justement autour des différentes thématiques de l'expérience patient. Je vous invite évidemment à pouvoir revoir les anciennes sessions qui sont disponibles justement sur le site de Shared Patient Experience et pour pouvoir éventuellement approfondir quelques sujets. Aujourd'hui, nous sommes justement accompagnés donc le keynote speaker de la journée est Joan Baluès. Joan nous vient de Barcelone et Joan est directeur du master en management des organisations de santé à l'ESAD et à Business School à Barcelone. Il est également directeur associé d'Antares Consulting et travaille depuis plus d'une vingtaine d'années sur des sujets d'accompagnement des établissements de santé, sur la stratégie, sur les problématiques organisationnelles. Et aujourd'hui, le sujet qui va nous intéresser tous est de prendre en compte, je dirais, trois piliers, un petit peu trois enjeux justement de l'hôpital de demain, en tout cas des établissements de santé, qui sont justement l'expérience patient, bien sûr, mais également la gestion des flux et la transformation digitale. Et l'idée va être évidemment de faire un petit peu le parallèle entre tous ces enjeux qui sont évidemment interconnectés au plus haut point. Vous avez un espace de discussion qui est disponible sur votre barre de tâches normalement en bas de votre écran, qui va vous permettre éventuellement poser des questions. Donc n'hésitez surtout pas à poser les questions pendant toute la présentation. On aura l'occasion justement de les relayer pour Joan. En tout cas, n'hésitez surtout pas à engager le débat puisque c'est vraiment l'objectif de ce webinaire. Voilà, nous sommes ensemble pour environ 2 heures et donc je vais maintenant laisser la parole à Joan pour dérouler la présentation. Merci Joan. Merci Christophe pour ta présentation. Je vais partager l'écran pour appuyer la présentation de cet après-midi. J'espère que maintenant est disponible et vous pouvez le regarder. Pendant que je partage avec vous quelques réflexions entre quels sont les liens entre l'expérience patient, les flux de patients, la gestion des flux de patients et la transformation digitale. En effet, ça c'est un peu l'objectif de cette discussion pendant cet après-midi. Bien que toute la série du colloque était très centrée sur l'expérience patiente, je me posais la question, on ne peut pas regarder exclusivement l'expérience patiente comme un sujet indépendant dans la gestion des établissements de santé. Il y a des liens directs, il y a des interdépendances avec d'autres sujets qui font aussi un intérêt majeur dans la gestion des établissements dans les prochaines années. À côté de l'expérience patiente, on s'intéresse beaucoup à comment améliorer les flux des patients en temps réel et comment affronter les nouveaux paradigmes de la transformation digitale. Et l'objectif est assez modeste pour cet après-midi, c'est partager avec vous quelques réflexions que j'ai faites sur ces liens, comment chacun des trois domaines s'alimente ou peut appuyer l'autre. Et sans doute, et c'est un des objectifs que je me suis fixé, sans doute il y a d'autres liens qui pourront émerger lors de nos discussions pendant cet après-midi. Si on parle de l'expérience passionnelle, si je commence pour les deux concepts qui étaient en amont dans les slides précédents, vous en avez parlé beaucoup, on a écouté des conférences très intéressantes ces dernières semaines. L'expérience passion, ma définition est assez claire, ça consiste, c'est l'ensemble des interactions entre l'hôpital ou les prestataires de soins, parce que ce n'est pas que l'hôpital et les patients et sa famille qui influencent toutes les perceptions du patient tout au long de son parcours de soins.
Et cette expérience patient concerne principalement 6 grandes dimensions. Hein. Comment nous sommes capables de mieux gérer le stress physique et mental lié au processus de soins des patients, comment nous sommes capables de prendre en compte les points de vue des malades, leurs valeurs, leurs préférences, dans la discussion des options diagnostiques, des options thérapeutiques, comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de vie et soulager la douleur, comment est-ce qu'on peut améliorer la transmission des informations et comment est-ce qu'on peut communiquer mieux avec les patients d'une façon claire, compréhensible, adaptée au niveau de chaque patient. Comment est-ce qu'on peut mieux gérer les transitions, la continuité des soins au long du parcours des soins, de l'itinéraire des soins des patients. Et finalement, la 6e dimension de l'expérience patient, probablement la plus visible, mais pas nécessairement la plus importante, hein, la question de l'accès. Hein, l'accès dans les différentes formes, digitales, présentielles, etc. Et dans les temps d'attente pour accéder aux services de soins ou les temps d'attente pour les transferts. Et si on regarde les flux de patients, hein, je me permets de commencer par 2 définitions assez classiques de 2 concepts. Finalement, les flux de patients se réfèrent à toutes les activités hein, qui concernent la prise en charge, les activités logistiques, les activités administratives, qui facilitent ou qui permettent les mouvements des patients, les mouvements d'information et de matériel entre toutes les différentes étapes du parcours des soins, hein, de façon qu'on puisse organiser de façon effective les soins en qualité et en temps. Et pour la gestion des flux patients, si on parlait des 6 dimensions sur l'expérience patient, dans ce cas, il y a 3 questions fondamentales qu'on doit gérer. Hein. Les temps de prise en charge, avant l'arrivée, dans les temps d'attente, pendant, dans la durée du séjour hein, de la prise en charge, et finalement la transition. Hein, le temps qu'on attend jusqu'à être pris en charge par l'unité suivante. La prise en charge dans le bon endroit, hein, parce qu'il ne suffit pas de faire les choses dans les bons moments, il faut les faire dans le bon endroit, avec une certaine pertinence des soins. Hein. Et finalement, la 3e question qu'on s'intéresse, c'est la capacité de prise en charge et la variabilité des flux. Est-ce que chaque unité a une capacité, une ressource suffisante pour absorber tous les arrivées et comment la variabilité des arrivées influence cette capacité. Évidemment, quand on parle de ces 2 définitions assez classiques de le concept, assez simple à comprendre, d'abord, il y a un lien qui apparaissent de façon directe. Hein. On parle du temps de prise en charge ici, on parle quand des dimensions de l'expérience patient, si je reviens en arrière, c'est l'accessibilité aux services. Donc, évidemment, il y a un lien assez direct. Hein. On pourrait parler aussi que s'il y a une dimension de prise en charge dans le bon endroit, de pertinence des soins, ça aurait aussi une influence, peut-être indirecte, mais une influence quand même avec la coordination des soins, hein, et la continuité des soins, probablement avec les points d'eau, hein, avec faire les choses pertinentes en fonction aussi des valeurs de la santé. Et même, hein, il y a déjà dans la littérature certaines études qui nous parlent qu'il y a un lien direct entre améliorer les flux de patients et améliorer l'expérience patient. C'est une étude publiée il y a quelques années, faite par un hôpital appartenant au réseau de Harvard Medical School, hein, le Cambridge Health Alliance, qui avait travaillé beaucoup sur la réduction du temps d'attente aux urgences pour la première prise en charge médicale. Ils ont réduit de 70 minutes jusqu'à une moyenne de 15 minutes, donc une réduction extraordinaire au fil du temps, hein, dans une période de 6 ans. Et en parallèle, la mesure d'expérience patient qu'ils utilisaient, le Net Promoter Score au service des urgences, avait augmenté de façon significative et en parallèle. C'est assez logique. Hein? Donc, je pense que, évidemment, il y a des liens directs. Hein? Si on améliore les flux de patients, on améliore l'expérience patient et à l'inverse. Mais
au-delà de cette réflexion qui apparaît assez évidente, est-ce qu'il y a d'autres liens? Est-ce qu'il y a des liens un peu plus stratégiques, un peu plus fondamentaux qu'un établissement de santé souhaite aborder la problématique ou l'enjeu de l'expérience patient et l'enjeu du flux des patients? Et à mon avis, oui. À mon avis, il y a un lien qui est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus fondamental. Et il est simple à le reconnaître, l'identifier. Il s'appelle les patients. Expérience, excusez-moi les jeux de mots, expérience patiente et flux des patients, ils se partagent en même mot, les patients. Malheureusement, les patients, il est très peu présent dans le management des établissements de santé. En général, quand on regarde les rapports d'activité dans les hôpitaux, les patients n'apparaissent jamais. Quand on essaye d'expliquer, quand les établissements de santé expliquent qu'est-ce qu'ils font, ils ne parlent jamais des patients. Ils parlent de la production des soins. Et on s'intéresse à cette question. On dit, si on ne parle pas du patient, si on ne mesure pas les patients et on essaie de comprendre mieux que sont les patients, comment est-ce qu'on peut parler de l'expérience patient et comment est-ce qu'on peut parler de flux de patients. Ça, c'est une question qui, personnellement, m'interpelle beaucoup dans le management hospitalier. Donc, pour moi, le lien fondamental, c'est si on souhaite travailler sur l'expérience patient, si on souhaite travailler sur le flux de patients, la première chose qu'on doit s'intéresser, c'est à regarder l'hôpital en termes de patients. Dans ma vie professionnelle, ça fait 22 ans que je travaille dans le secteur de la santé, je pose une question systématiquement à tous les directeurs d'hôpitaux que je rencontre. Ils sont un bon nombre de directeurs d'hôpitaux. Je dis, excusez-moi, l'année dernière, vous avez pris en charge combien de patients? Et tout le monde me répond assez rapidement. Ils me parlent qu'ils ont pris en charge 20 000 séjours hospitaliers, qu'il y a eu 150 000 passages d'urgence, qu'il y a eu 15 000 interventions chirurgicales. Je dis non, non, je ne parle pas de ça. Je parle de combien de nombre de patients traités par an. Et j'ai rencontré qu'un seul hôpital qui a répondu à cette question de façon directe, instantanée, au moment, en temps réel. Et en plus, c'est un hôpital qui publie les données en termes de patients uniques. C'est l'hôpital, et ça, c'est un affichage réel d'un hôpital, le seul que j'ai connu. Si on ne commence pas à mesurer le nombre de patients et à regarder l'hôpital comme patient et pas comme activité, c'est difficile d'aborder une expérience patient et aborder un programme de gestion de flux de patients. Et pour faire ça, à mon avis, l'enjeu partagé entre l'expérience patient et l'enjeu partagé entre les flux de patients, les fondamentales, la première chose qu'on devrait aborder, si on souhaite traiter cette question, c'est pas seulement compter les patients, mais segmenter les patients. C'est un facteur clé, segmenter les patients. Parce qu'à l'hôpital, si on ne regarde pas l'hôpital comme producteur de soins, en soit stricto sensu, mais on le regarde comme établissement qui s'occupe de la prise en charge des personnes pour rétablir les conditions de santé, probablement c'est assez proche à la mission fondamentale dans l'hôpital, si je ne me trompe pas. Donc, il faudrait segmenter les patients parce qu'on a des groupes de patients différents. Si on prend l'hospitalisation, à mon avis, d'une façon assez intuitive, je dirais qu'il y a au moins 4 catégories de patients très différenciées entre eux. Personnes âgées fragiles avec un mal à vie chronique qui s'hospitalisent, probablement s'hospitalisent plusieurs fois par an, qui arrivent aux urgences plusieurs fois par an, qui font pas mal de consultations dans plusieurs spécialités. Il y a des patients, qu'on pourrait dire, des patients assez programmés, avec une prise en charge assez protocolisée, une cataracte, une hernie inguinale. Probablement, ça prend en charge quelques actes en ambulatoire, diagnostic, un processus d'hospitalisation et de chirurgie. Normalement, ça concerne une seule spécialité ou deux, pas beaucoup plus. Il y a des patients très complexes ou des maladies rares. Et il y a un autre groupe de patients complètement différents qui sont les accouchements. Si on regarde
si on regarde les urgences, au moins, il y a deux groupes totalement différents. Les personnes qui arrivent avec un accident, une maladie légère, et les traumatismes ou les maladies avec un pronostic de risque vital important aux urgences. Et même si on regarde l'activité, les patients qui ne sera pas pris en charge en mode hospitalisation, les patients qu'on les voit en ambulatoire exclusivement, au moins, il y a deux groupes totalement différents. Il y a les patients qui viennent pour des consultations, qui ont un problème de santé, on fait un diagnostic, on fait la consultation, on fait probablement un test, quelques examens radiologiques, on les pose un diagnostic, et on les propose un traitement qui suivra à domicile, donc eux-mêmes vont les suivre, ou dans ces groupes, peut-être on pourrait segmenter encore en deux groupes, parce qu'il y a des patients qui font qu'un suivi annuel ou un contrôle annuel, probablement c'est un autre sous-groupe dans cette petite groupe. Et après, il y a d'autres patients qu'on voit en mode ambulatoire, un peu plus complexes. C'est un patient qu'on les voit en programmé, en consultation, on lui pose un diagnostic, on lui propose un traitement, et un traitement qu'il fera chez nous, mais il le fera en ambulatoire, dans l'hôpital de jour, chirurgie ambulatoire, endoscopie, etc. Donc, pour moi, ça c'est l'enjeu principal et le lien principal entre l'expérience patient et le flux de patient. On doit être capable de regarder l'hôpital par patient, premier grand enjeu, on le regarde par production de soins. Deuxième grand enjeu, on doit analyser les données de l'hôpital, analyser notre profil de soins et faire cette segmentation, cette cluster de patients. Pourquoi? Parce que s'il y a des patients différents, il y a des attentes différentes et il y a des flux de patients différenciés. Et ça, c'est le lien fondamental entre ces deux. Il faut travailler ensemble pour cette segmentation parce que, comme l'image montre, c'est un joli film, filles, mères et grand-mères, les attentes sans doute en termes d'expérience patient, si on les regarde, si on les rappelle, les 6 attentes principales en expérience patient sont assez différentes, au moins par la première segmentation que j'ai faite, qui est assez intuitive. Il faudrait la faire avec des données spécifiques pour chaque hôpital, connaître les points relatifs à chaque hôpital. Mais sans doute, les 6 dimensions ont une intensité, une importance relative très différente en fonction de ces 6 segments. Et par conséquent, ce qu'on doit développer comme stratégie de l'hôpital en termes d'expérience patient sera différent. Mais si on regarde les flux de patients, la réflexion est pareille. En termes de flux de patients, le temps de prise en charge, la prise en charge dans les bons endroits et la capacité d'accueil et la gestion de la variabilité est totalement différente si on se réfère aux urgences, à l'activité programmée, l'activité hospitalisée. Dans les deux cas, le lien fondamental, c'est la gestion des flux qu'on doit gérer correctement. Si on passe à d'autres expériences, s'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre au moment que vous le souhaitez ou vous posez la question dans le chat, que je ne vois pas maintenant, mais Christophe m'accompagnera ensuite dans le chat. Et sinon, on laisse les questions à la fin. Expérience patient et transformation digitale. Un autre lien important, on s'intéresse beaucoup, on commence à s'intéresser beaucoup ces 10 dernières années sur l'expérience patient et on a vu exploser la transformation digitale et la prise en charge digitale dans les hôpitaux. Et c'est une logique. L'expérience patient nous amène à ce contact direct, humain et personnalisé avec les patients. Le faire en mode digital, c'est un enjeu majeur. Dans la transformation digitale de la prise en charge, pour rappel, on peut parler la capacité qu'il a, la transformation digitale, à changer la prise en charge, c'est au moins dans 3 domaines différents. Ça peut nous aider à faire des consultations en digital avec des patients ou des consultations entre docteurs,
notre médecin. Ça peut nous aider à faire les diagnostics en digital, au moins voir les résultats en digital. Et ça peut aussi encore aller un peu plus loin, ça permet aussi de faire le télémonitoring ou entraînement à distance, ou le suivi d'entraînement à distance. Donc, les apports de la capacité de transformer la prise en charge, le circuit, l'itinéraire de prise en charge est important. Mais, dans ce cas, la transformation digitale peut nous aider en termes d'expérience patient à mieux informer, mieux guider les patients au long de son parcours de soins, peut nous aider à faciliter et simplifier l'accès, qui était une des dimensions clés de l'expérience patient, peut nous aider à faciliter les transitions dans les processus de soins, la continuité des soins au long de l'itinéraire, à notre dimension fondamentale de l'expérience patient, peut faciliter l'implication du patient dans la prise en charge de sa maladie, s'il est à domicile, avec des télémonitoring ou des systèmes de rappel de l'adhérence aux médicaments. Ça peut faciliter le suivi de sa maladie et son implication dans la maladie. Et ça peut nous aider aussi à mieux mesurer l'expérience patient. On voit déjà un lien, deuxième idée importante, on voit un lien aussi assez direct entre la capacité qu'il y a de la transformation digitale à améliorer l'expérience patient. Mais à nouveau, avec une question ou avec un bémol important, cette capacité à améliorer l'expérience patient via la transformation digitale ne peut pas être la même pour tous les patients. Donc, à nouveau, il faudra segmenter les patients. Et on récupère ici la notion, la première idée que j'ai expliquée précédemment sur l'importance de segmenter les patients. Cette capacité de transformation digitale et l'impact positif sur l'expérience patient sera différent en fonction de la typologie des patients. Qui probablement, en plus, on ajoute une deuxième dimension à cette segmentation qu'on avait fait, qui était beaucoup plus pour les formes de prise en charge. Il y a une deuxième dimension qui probablement c'est les facteurs âge, donc les facteurs facilité d'utilisation des technologies digitales. On a travaillé, et ça c'est assez publié, sur quelles sont les huit actions clés pour mieux gérer les consultations médicales à distance ou les consultations médicales digitales. Sur les 8 actions, ou les 8 choses qu'on devrait mieux faire, les 2 premières sont des questions de base. Il faut essayer de reproduire les conditions les plus proches possibles à la pratique clinique dans le mode digital, dans les conditions de confidentialité, de tranquillité, de temps disponible, de créer un espace de discussion. Il faut former les professionnels. Mais si on regarde les actions 3 à 8, je les ai mis en vert pour les remarquer plus clairement, c'est vraiment des questions qui concernent principalement l'expérience patiente. Si on veut réussir sur les consultations médicales digitales, il faut créer des programmes pour aider aux patients et aux familles de manière proactive à comment la connexion virtuelle ou la connexion digitale va fonctionner. Les aider à préparer la connexion virtuelle, les informer qu'est-ce qu'ils vont trouver. Si jamais la connexion ne fonctionne pas, quel est le plan B? Quatrième idée importante, en vert aussi, avec la gestion, la consultation digitale, la question du temps change en termes d'attente. Quand on est, et ça commence à avoir des études, que les niveaux d'exigence des patients en mode consultation digitale est beaucoup plus élevé par rapport au temps d'attente que par rapport aux consultations présentielles. Si un temps digital, d'un côté, je gagne que pendant mon temps d'attente à la consultation, je peux faire autre chose.
En parallèle, il y a une attente beaucoup plus élevée sur la capacité à décider sur l'horaire de cette consultation. Et une fois on m'a fixé l'horaire et les jours, j'ai su, et il y a une attente de ponctualité beaucoup plus importante. Créer une connexion humaine dans un environnement numérique, ça concerne l'expérience patiente. Choisir et adapter, et on revient, les 3 dernières, ça revient à la notion de segmentation. Il faut choisir la modalité présentielle ou digitale selon les profils des patients et les problèmes de santé. Il faut choisir le canal digital en fonction des préférences du patient. Il faut être très inclusif. Hein. Il faut répondre aux besoins des personnes pour lesquelles le mode digital n'est pas approprié ou n'est pas accessible. Donc, on voit clairement qu'il y a aussi un lien assez important entre comment l'expérience patient dans les modes de transformation digitale sera. Troisième lien, mesurer l'expérience patient. Hein. Aujourd'hui, dans ce cas, la transformation digitale est mesurer l'expérience patient et mesurer les flux des patients. Ça ne sera pas possible sans une vraie transformation digitale. Pourquoi je dis ça? D'une façon assez claire et assez nette. Aujourd'hui, sur l'expérience patient, en grande ligne, il y a 2 grandes familles d'outils pour mesurer l'expérience patient. D'un côté, on a le Net Promoter Score, un questionnaire à la ligne unidimensionnel sur l'expérience patient, qui est simple à utiliser et qui permet une comparaison assez simple. Et après, il y a le questionnaire multidimensionnel, en général, validés scientifiquement en plus. Ils sont très orientés à des conditions de santé ou à des types d'établissements, comme les PREM, plus orientés à des conditions de santé, les CAPS américaines, plus orientés à typologie d'établissement ou des prises en charge, aux urgences, à l'hôpital, en ville, etc. Les PPE de l'Institut Clicker, avec une logique assez proche au CAPS. Quels sont les problèmes, les avantages et les désavantages? Le Net Promoter Score est très simple à administrer, ça donne des données presque en temps réel, ça permet un nombre de réponses très élevé, mais la grande faiblesse, c'est unidimensionnel. Et si on a dit que l'expérience patiente concerne au moins 6 dimensions différentes, c'est difficile de réduire l'expérience patiente à un seul score. Le problème des PREMS, du CAP et du PPE, c'est qu'il nous parle des données rétrospectives. Il faudra utiliser un échantillon. On ne peut pas passer un questionnaire de 15 ou 30 questions à tous les patients qui passent aux urgences, 150 000 personnes, ni aux 20 000 patients hospitalisés. Donc, il faut faire un échantillon. Donc, ça met un enjeu important sur la taille de l'échantillon, la représentativité de l'échantillon. À quel moment on va faire ça? On le fait par mois, on le fait 2 fois par an, par trimestre. Et en plus, il y a une question qui n'est pas facile, c'est on le fait à la sortie, à la finalisation de l'acte, à la sortie des urgences, à la sortie de l'hospitalisation. On attend 2 semaines après, un mois, parce que les résultats, il y a déjà des littératures qui nous expliquent que les résultats d'expérience patiente de ces questionnaires sont différents en fonction du temps entre l'acte de prise en charge et la réponse au questionnaire. Le grand avantage de ces outils, c'est qu'ils sont multidimensionnels. Ils mesurent ce qu'on souhaite mesurer, l'expérience patiente, avec cette vision multiple. Pourquoi la transformation digitale peut nous aider? Parce que la transformation digitale peut nous aider à un changement disruptif dans la mesure de l'expérience patiente. Ou dit à l'inverse, je pense que dans la situation actuelle, mesurer l'expérience patiente, c'est presque impossible sans une vraie transformation digitale. On doit passer d'un paradigme de questionnaire administré individuellement à une saisie de données, un recueil de données à grande échelle et en temps réel. On doit utiliser Internet of Things ou la technologie d'interface humaine comme Alexa ou Siri pour mesurer l'expérience. Et on doit réduire de façon rapide et urgente les temps entre
entre la prise en charge et le recueil de données. Et tous ces trois grands enjeux, si on souhaite aller vers des questionnaires multidimensionnels, qui sont des questionnaires pertinents pour mesurer l'expérience patiente, si on veut avoir une grande base de données sur l'expérience patiente, on ne pourra pas les faire sans mesurer d'une façon complètement différente à ce qu'on fait aujourd'hui. On ne peut pas les faire avec des questionnaires en papier et sur un nombre limité de patients. Et la même réflexion pour la gestion de flux de patients. Si on veut gérer la gestion de flux de patients, ce qu'on devrait avoir, c'est les panneaux qu'on trouve dans les aéroports et changer les vols par les patients. Sauf que dans un aéroport, il n'y a pas 20 000 vols par jour. Mais il faut avoir les mêmes questions. Il faut avoir un système en temps réel qui nous permet d'identifier pour chaque patient quels sont les retards, ce qui nous intéresse beaucoup, si notre vol est en retard, ou quels sont les patients qui ne sont pas dans le bon endroit. Et ça, on devrait avoir l'enjeu ou l'ambition d'avoir ces informations en temps réel dans les hôpitaux. Et si dans les autres industries sont capables de le faire, si Amazon est capable de le faire pour les envois, et je peux voir en temps réel la situation du produit que j'ai cité hier et voir où il est à chaque moment, l'hôpital, s'il veut gérer le flux de patients de façon correcte, doit être capable de voir ça. Mais pas que ça, parce que ça sont les deux données les plus simples de la gestion des flux de patients. Il doit être capable, en temps réel, de me donner, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, les patients qui aujourd'hui sont en risque de détérioration, qui sont en soins intensifs en risque de détérioration, qui sont en hospitalisation en risque, les patients qui aujourd'hui ou que dans les prochains jours auront besoin, par des algorithmes, besoin de transfert vers d'autres établissements, des soins de moyen séjour, par exemple, ou les patients qui aujourd'hui sont en attente de transfert vers une autre unité. Ça sont des données, ça sont des informations qu'on devrait être capable de les voir en temps réel. Et aujourd'hui, on n'est pas capable. Et comme dans l'expérience patient, on travaille en mode manuel. Ça, c'est le mode de gestion des flux de patients aujourd'hui. Chacun dans son coin, les urgences, les admissions, la programmation des consultations, la gestion des sorties, ils travaillent de façon différente, avec des données différentes, qui ne permet pas ni de consolider les données, ni d'avoir une vision ensemble sur les données en temps réel concernant la gestion des flux réels. Qu'est-ce qu'on souhaiterait si on veut parler de la gestion de flux de patients dans une vraie transformation digitale? Et aujourd'hui, cette transformation digitale est réelle, il existe. Aujourd'hui, beaucoup d'hôpitaux se sont lancés sur la logique des command centers en prenant l'exemple des panneaux des aéroports. Ils commencent à avoir en Europe quelques petites initiatives. Il y a 3-4 hôpitaux qui ont déjà fait, aux États-Unis, au Canada, beaucoup plus. Mais avoir dans un système de données en temps réel, de voir la progression des soins. Les patients, ça sont les patients qu'on parlait tantôt. Ça c'est un exemple réel, des photos que j'ai prises en situation réelle, des patients avec des risques de détérioration, la capacité de prise en charge en médecine, en chirurgie, en gériatrie, en soins intensifs, en pédiatrie, le nombre de patients, le taux d'occupation, le nombre de lits à chaque moment, le nombre de lits non occupés, qui sont déjà prêts, nettoyés, qui sont en attente de nettoyage, les lits qui sont réservés parce qu'il y avait un patient en urgence, on l'a déjà loué, mais le patient n'est pas encore arrivé. On peut voir tous les patients qui sont en attente de transfert en temps réel. Les transferts entre unités, les transferts aux urgences, les patients qui sont en admission en attente de chambre, les patients qui sont en soins intensifs, qui attendent des sorties pour aller à l'hospitalisation conventionnelle,
On peut voir la situation en temps réel aux urgences. Combien de patients il y a aujourd'hui aux urgences? Il y a 29 patients dans ce cas, 100% d'occupation. Il y en a 5 qui attendent un médecin. On peut avoir le risque de changement. Donc, on devrait être capable de gérer les flux de patients en ce mode-là. Et ça, on ne peut pas le faire sans la transformation digitale. Mais c'est une transformation digitale, donc on ne peut pas imaginer la gestion de flux de patients sans transformation digitale, et ça, c'est le lien fondamental. Mais une transformation digitale, mais aussi organisationnelle, parce que ça consiste pas à avoir ce grand panneau avec les données en temps réel, ça consiste aussi de mettre toutes les personnes, si vous me permettez d'aller en arrière, toutes ces personnes qui, chacun dans son coin, travaillent sur la gestion des flux de patients de façon isolée, indépendante, sans croiser les données, sans prendre la décision en commun, les mettre dans une même salle, dans une même unité organisationnelle, avec un sort responsable, pour prendre la décision concernant les flux de patients de façon directe. Donc, à mon avis, et en conclusion, quelles sont les lignes de développement prioritaires pour 2020 et 2021 et les années qui viennent? Si on travaille l'expérience patient, si on travaille les flux de patients, si on travaille la transformation digitale, il faut travailler la segmentation des patients parce que c'est le lien entre l'expérience patient et les flux de patients. La transformation digitale doit nous aider en termes d'expérience patient à mieux mesurer l'expérience patient, doit nous aider à mieux affronter l'enjeu de l'expérience patient dans le contexte digital. Et la transformation digitale en termes de flux de patients, les liens directs, il doit nous aider à mesurer, à gérer les flux de patients en temps réel avec des données réelles, mais il doit aussi nous aider à un changement organisationnel, émerger, consolider toutes les différentes unités qui travaillent dans la gestion des flux de patients de façon orchestrée, ensemble, dans une même unité, avec une capacité de décision ensemble. Donc voilà les grandes idées que je voulais partager avec vous et je vous invite à seulement à poser des questions, mais aussi à construire ensemble cette tableau de liens qui sont les premières que j'ai identifiées, qui me paraissent assez évidentes, mais que je suis convaincu qu'il y en a d'autres qui méritent d'être explorées et explicités.